Nous avons parlé à plusieurs reprises de documentaires intéressants et controversés sur cette chaîne. Ils peuvent nous offrir un aperçu fascinant de sujets intrigants et auparavant inconnus, et constituer une excellente source d'information. Mais parfois, certaines entreprises, organisations ou même le gouvernement peuvent trouver que ces documentaires en révèlent un peu trop et ils peuvent aller jusqu'à les interdire à la diffusion publique. C'est donc ce que nous allons examiner aujourd'hui. Voici donc 5 documentaires controversés qui ont été interdits. Numéro 1. En 1969, le réalisateur anglais Ken Loach a réalisé un documentaire sur l'organisation caritative Save the Children. Le film visait à valoriser le travail de l'association caritative en Angleterre et en Afrique. Il a été financé au nom de l'association elle-même, donc on s'attendait à ce que ce soit une très bonne publicité pour Save the Children. Mais ce n'était pas forcément le cas. Lorsque Ken Loach est arrivé dans l'une de leurs institutions au Kenya, il a remarqué certaines choses qui ne lui convenaient pas. D'abord, les enfants avaient l'interdiction de parler leur langue maternelle, et leur traitement était discutable. En Angleterre, le personnel semblait irrespectueux, condescendant et peu concerné par les enfants à sauver. Le documentaire relatait principalement une histoire défavorable à Save the Children. Ken Loach a remis en cause leur méthode, leur mission et même leur objectif, ce qui est remarquable puisque Save the Children le finançait pour cela. L'organisation, insatisfaite, a refusé de payer le film et a exigé son interdiction publique. Une bataille juridique a mené à un accord. Le film serait archivé par le British Film Institute et non diffusé sans l'accord de l'association caritative. Ce moment arriva plus de 40 ans plus tard, lorsque l'entreprise choisit de le diffuser dans un cadre très restreint. Un certain nombre d'universités ont obtenu l'autorisation de projeter le film, mais à part cela, le film reste interdit au public. Selon ceux qui l'ont vu, c'est vraiment à voir. Un véritable exemple de mordre la main qui nourrit, probablement pour de bonnes raisons. Au cours des décennies qui ont suivi ce film, Ken Loach connaîtra un grand succès dans le monde du cinéma. Et ce film reste une note de bas de page très intéressante dans sa carrière. Numéro 2. En 1967, Frederick Wiseman et John Marshall ont réalisé un documentaire intitulé Tidikit Follies, qui montrait la vie des patients et des détenus à l'hôpital d'État de Bridgewater pour criminels aliénés. Il montrait la manière très cruelle dont ils étaient traités, notamment en étant enfermés dans des cellules vides, en négligeant leur hygiène et en étant brutalisés par le personnel de l'hôpital. Pendant les 19 jours que le duo a passé là-bas, ils ont découvert la réalité derrière ce soi-disant hôpital et étaient prêts à révéler la vérité au public. Mais le gouvernement du Massachusetts avait d'autres plans. Ils ont déclaré que le duo n'avait pas les autorisations pour diffuser les images, bien qu'ils aient pas demandé l'accord des patients et obtenu la permission du directeur de l'hôpital, alors leur tuteur légal. Cela aurait dû suffire, mais ce ne fut pas le cas. Harry Callis, un juge de la Cour supérieure de l'État, ordonna le retrait du film et déclara que toutes les copies devaient être détruites. Frederick Wiseman a gagné son appel, autorisant la diffusion du film en milieu éducatif. Les étudiants, médecins, avocats et agents publics pourraient voir le film, mais pas le grand public. Le film était clairement censuré. Cela détruirait très probablement l'image de l'hôpital et entacherait la réputation des services de santé de l'État, ce qui en faisait un film dangereux aux yeux du gouvernement. L'interdiction a duré plus de 20 ans, jusqu'à ce qu'en 1991, le juge André Mayer lève la sanction et autorise la sortie du film au public. Bien que le documentaire ait eu un impact très significatif, cet impact aurait pu être bien plus important si le film avait été autorisé à sortir au moment de sa réalisation. C'est un exemple très clair des dangers de la censure et de la façon dont elle peut affecter le monde réel à grande échelle.
Numéro 3. Karen Carpenter, chanteuse et batteuse américaine, faisait partie du duo Les Carpenters avec son frère Richard. Le duo a connu un immense succès, mais Karen a souffert de plusieurs troubles alimentaires qui ont fini par entraîner de graves complications de santé. Décédée en 1983 à 32 ans, elle a sensibilisé le public à l'anorexie et à la dysmorphie corporelle. En 1987, le film biographique expérimental Superstar, l'histoire de Karen Carpenter, est sorti. Réalisé par Todd Haynes, le film utilise des images d'archives ainsi que des scènes jouées avec des poupées Barbie. C'est une technique étrange mais efficace et le film a connu un certain succès à la fin des années 80. En 1990, le film a été retiré après que Haynes a perdu un procès pour violation de droits d'auteur intenté par Richard Carpenter, mécontent de la représentation de sa famille. Cela n'a pas été efficace. Le film a été piraté des milliers de fois et reste disponible sur YouTube. Il a aussi gagné un public culte par son côté expérimental. Cependant, le film n'a connu aucune diffusion commerciale depuis 1991, ce qui signifie qu'il n'a pas été projeté ni diffusé à la télévision, et techniquement, il est censé être inaccessible au public, mais cela n'a jamais été strictement appliqué. Je sais. Je... Je sais que je suis malade. Je... Je sais que quelque chose ne va pas. Et j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu veux dire, malade? Mentalement? Richard, as-tu déjà entendu le mot? Anorexie? Oui, j'ai entendu des gens le dire. Qu'on t'appelait ainsi, Richard, c'était moi. Numéro 4. En 1997, le réalisateur Roger Allers a demandé à l'artiste britannique Sting d'écrire de la musique pour Kingdom of the Sun, un futur film Disney qui deviendra plus tard Kuzco, l'empereur mégalo. Il a accepté à condition que sa femme, la documentariste Trudy Styler, puisse réaliser un documentaire sur la production du film. Pour Disney, c'était un moyen de promouvoir le film et ils attendaient sûrement un documentaire léger montrant les coulisses. Ce n'était pourtant pas le cas. Styler a révélé la réalité de la production, les frustrations de l'équipe et la dureté du traitement subi. Dans une scène, l'équipe montre à 2 producteurs exécutifs une version à moitié terminée du film, mais ils n'étaient pas satisfaits du résultat. Des centaines d'heures de travail ont finalement été jetées à la poubelle, et les efforts de l'équipe ont été stoppés de manière humiliante. Dans une autre scène, Sting a appris que les chansons sur lesquelles il avait travaillé seraient retirées du film. Le documentaire s'intitulait Sweatbox, du nom du studio exigu et non climatisé où l'équipe d'animation travaillait. Sans surprise, le documentaire a aussi été abandonné, ajoutant Trudy Styler à la longue liste de créateurs victimes du processus de production impitoyable de ce film. Disney a sorti une version fortement modifiée qui n'avait rien à voir avec le documentaire original, mais pendant près d'une décennie, l'original a complètement disparu jusqu'en 2012 lorsqu'il a été divulgué en ligne. Numéro 5. En 1997, le réalisateur David Monaghan a tourné Barefist, le sport qui ne voulait pas mourir, un documentaire sur la vie et la carrière controversée du boxeur sans licence Lenny McLean. Grâce à cela, nous avons également eu un aperçu approfondi de la boxe à main nue, une forme de combat sans armes qui a suscité beaucoup de controverses au fil des années. Ce sport est interdit dans la plupart des régions occidentales, mais il survit sur les marchés clandestins. Ce documentaire a tenté de mettre en lumière ce sujet, mais a échoué, car le British Board of Film Classification a refusé de lui accorder un certificat à 2 reprises, affirmant que le film faisait l'apologie de ce sport. Désormais totalement interdit au Royaume-Uni, il a néanmoins trouvé un public par des moyens moins conventionnels, comme le sport lui-même.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si cela vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Je publie une vidéo similaire chaque semaine, abonnez-vous si ça vous intéresse. Je mets un lien vers mes réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter, tous sous deburk321 si vous voulez me suivre. Mais comme je l'ai dit, c'est tout pour le moment. Comme toujours, à la prochaine.